Ok, bonjour à tous. Et on va commencer cette série de cours qui va porter sur les propriétés physico-chimiques pour l'élaboration et la mise en forme de matériaux inorganiques divisés, sur mesure et dédiés à l'énergie. Ça veut dire qu'en ce cas, je prendrai pas mal d'exemples qui vont relever du domaine de l'énergie. Alors ce cours, finalement, est une suite, si je peux dire, de ce que je vous ai fait l'an dernier, où l'an dernier, je m'étais plus axé sur, finalement, les procédés de synthèse. Si vous vous rappelez ce qu'on avait fait l'an dernier, c'est qu'on avait revu, si je peux dire, les méthodes de synthèse de matériaux inorganiques en considérant les procédés haute température, c'est-à-dire les méthodes céramiques, les méthodes sous pression, où je vous avais montré que ces méthodes conduisaient aux composés stables de façon thermodynamique. Ensuite, dans le cadre du développement durable, je vous avais montré qu'on pouvait avoir, je dirais, obtenir des températures élevées, mais cela grâce à des réactions d'autocombustion, comme vous pouvez voir ici, qui s'alimentaient elles-mêmes. On a également montré qu'on pouvait mimer, si je peux dire, les hautes pressions par le broyage mécanique en obtenant des phases qui étaient jadis préparées par des mesures haute température ou des pressions. J'avais également montré la synthèse en milieu liquide ionique à partir de sel fondu, où là on pouvait obtenir de magnifiques cristaux avec de belles facettes, ainsi de suite. Et finalement, on était retourné à la chimie, je dirais, basse température, qui est la chimie douce. Et l'an dernier, on avait détaillé la synthèse topotactique dans laquelle la charpente est maintenue. Par exemple, on avait vu la chimie acido-basique, la chimie d'intercalation et la chimie de greffage. Et vous avez montré directement que dans ce cas, eh bien, le faible coût énergétique, la haute réactivité est pour des matériaux qui donnaient des propriétés attractives. Ce qu'on n'avait pas traité, c'était tout simplement la chimie des verres, des basses températures, comment faire des verres à 100 degrés C, la chimie des sols, des colloïdes, qui peut être intéressant pour les ferrofluides, et bien sûr, tous les procédés de chimie des gels et des sols qui va conduire directement au procédé sol-gel. Eh bien, c'est ce que ce cours va essayer de traiter cette année, où on va regarder la chimie des colloïdes, la chimie des templates, et on va également couvrir tout ce qui est les couches minces et toutes les méthodes dépôt pour terminer sur des applications, je dirais, en électronique. Et tous ces cours vont être directement suivis de séminaires qui vont vous montrer différents aspects de l'industrie qui vont utiliser ces procédés basse température. Alors, lorsqu'on regarde finalement les matériaux inorganiques, eh bien, je pourrais dire que tous les composants peuvent se mettre sous cette simple équation qui est indiquée ici. Les propriétés vont dépendre de la nature des atomes, c'est-à-dire la composition chimique, de l'arrangement des atomes, c'est-à-dire de la structure, de l'interaction entre les atomes, très important, qui vont être les liaisons chimiques, et finalement du procédé d'élaboration. Alors, on peut voir que la composition eh bien, va influencer fortement les propriétés de certains composés inorganiques. Vous avez ici, par exemple, la structure de ZrO2. Dans ce cas, on peut stabiliser ou on peut substituer le zirconium plus 4 par de l'yttrium plus 3. Lorsque vous faites cela, pour maintenir l'électronégativité de charge, vous êtes obligé d'introduire une lacune. Et cette lacune eh bien, va directement conduire à des composés conducteurs ioniques de l'oxygène, qui sont utilisés bien sûr pour les piles à combustible. De la même façon, on peut prendre maintenant dans le cas de l'optique, et si je prends des composés du type alumine, structure de type corindon, eh bien dans ce cas, je vais pouvoir remplacer les atomes d'aluminium par des atomes de chrome, et on va pouvoir, à des quantités relativement faibles, quelques ppm, eh bien, obtenir des changements de couleur, et par exemple obtenir le rubis, ainsi de suite. On peut également, en deçà de la composition, jouer sur la température. Et là, je prends encore des conducteurs ioniques. Je prends les phases au bismuth, bismuth 2O3. Lorsque vous montez en température, vous avez, je dirais, une multitude de polymorphes avec le dernier, qui est la phase delta bismuth 2O3, qui est certainement le conducteur ionique à oxygène le plus important aujourd'hui. Et on peut s'amuser ainsi, et en dehors de la température, prendre une autre dimension, qui va être la pression. Et si on fait jouer avec la pression, voilà dans ce cas une structure de V2O5, où sous 6 gigapascal à 800 degrés, eh bien, on peut obtenir une autre polymorphe qu'on appelle haute pression V2O5, composé qui a également, je dirais, des canaux pour le lithium, mais un comportement différent, puisque lorsque vous allez mettre la pression, vous allez dans ce cas réduire ou condenser la structure de bande, et vous allez passer directement d'un semi-conducteur à un métal.
Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Et c'est un peu, je dirais, ce que nous avons vu l'an dernier, où dans ce cas, eh bien, pour avoir des propriétés magnétiques, électroniques, électrochimiques, optiques, optoélectroniques, eh bien, on va jouer avec la composition chimique, la structure de liaison qui est le tableau périodique, et avec le procédé d'élaboration. Et ce procédé d'élaboration, eh bien, on va pouvoir jouer avec l'atmosphère, réductrice ou oxydante, jouer avec la température encore, jouer avec la pression, et le but de ce cours va être de jouer avec la taille et la morphologie des particules, c'est-à-dire utiliser cette taille comme une dimension extra pour finalement avoir des propriétés électriques, magnétiques, et ainsi de suite différentes. D'où c'est un peu ce qu'on va faire. C'est la raison pour laquelle, eh bien, cette année, plutôt que de regarder la structure, on va s'intéresser plus particulièrement à la morphologie, la taille des composés. On aura des structures 3D, nanométriques, 2D, des couches minces que l'on verra, ou alors des fibres. Mais on va pouvoir également ajouter une certaine porosité à ces structures et avoir les composés qu'on peut dire ici, ou les objets, nanoporeux, nano-organisés, nanotubes ou nanotexturés. Eh bien, c'est tout ça qu'on va essayer d'exploiter directement pour regarder les propriétés. C'est-à-dire, on va changer d'échelle, passer à l'échelle nanométrique pour voir la stabilisation de nouvelles phases métastables et surtout modifier ou injecter de nouvelles propriétés physiques à la matière. Alors pourquoi passer à cette échelle nanométrique et que se passe-t-il? Bien, si on passe à cette échelle nanométrique, bien, si je prends par exemple ce cube, donc le côté de A, vous voyez que dans ce cas, si je divise par un facteur 4, bien, la surface va être dans ce cas multipliée par un facteur 4. Okay. D'où vous voyez qu'au fur et à mesure que je vais directement décroître la taille dans les particules, la surface spécifique, la surface des particules, va augmenter considérablement, ce qui veut dire que les atomes de surface vont devenir plus importants que les atomes de cœur et vont contrôler finalement ces propriétés physico-chimiques. Et je vais vous montrer maintenant quelques exemples qui vont illustrer ce point et comment les propriétés peuvent être modifiées. Le premier exemple est un exemple qui va prendre sur le magnétisme, où dans ce cas, si je prends des particules de Fe2O3, dans le cas magnétique, vous avez dans ces particules avec des domaines magnétiques qui sont indiqués ici, les parois de bloc. Lorsque je vais maintenant décroître considérablement la taille, vous voyez directement que la particule, ou la particule nanométrique, va porter son domaine magnétique. Ce qui fait qu'elle va pouvoir, dans ce cas, changer d'aimantation de façon libre. C'est la raison pour laquelle on a perte de la courbe d'hystérésis ici. Et cela, eh bien, sont des particules qui sont dans le domaine superparamagnétique et qui seront, je crois, mentionnées par le conférencier suivant et qui ont une importance dans le domaine médical. Et tout ça a bien sûr des applications au niveau du stockage de l'information, dans le cas des bandes magnétiques, mais également dans le cas des disques durs magnétiques, ou alors, comme vous le verrez par la suite, pour traiter des tumeurs et ainsi de suite au niveau médical. Donc voilà, si vous voulez, une application de ces structures nanométriques. Mais en deçà du magnétisme, on peut également modifier les propriétés optiques, et on va revenir sur ce point longuement dans ce cours, où je vous montrerai l'origine de ces couleurs. Vous voyez ici des particules d'or, en jouant sur la forme des particules, avec ici en utilisant des bâtonnets, en utilisant des sphères creuses, ou ainsi de suite, on peut avoir, je dirais, une multitude de couleurs, et finalement, un peu toutes les couleurs que l'on souhaite. Et tout cela a une importance, je dirais, bon, capitale dans tout ce qui nous entoure, puisque si vous regardez autour de nous, eh bien, si vous regardez la couleur structurale, vous prenez des papillons, vous prenez la plume de paon ou les opales, eh bien, tout ça n'est rien d'autre que dû à la structure nanométrique de la matière, et n'a rien à voir avec l'absorption électronique du matériau, comme l'on peut voir en physique pure. D'où, ce qu'il faut que vous rappelez, c'est que la couleur provient de l'interaction de la lumière avec les objets nanostructurés périodiques. Et ce qui fait qu'en ce cas, on va être à des longueurs d'onde ou des tailles de particules qui vont être de l'ordre de la longueur d'onde, et on va voir comment tout cela va se passer. Alors, on peut utiliser, bien sûr, toutes ces différents types de morphologie pour des applications également. Et je vais vous mentionner une application, si je peux dire, futuriste, ou le nouvel électrolyseur du futur, qui va être, dans ce cas, basé sur des photos anodes de type Fe2O3, avec des fibres, comme vous pouvez voir, des filaments, qui vont directement absorber, dans ce cas, la portion bleue du spectre. Ensuite, vous allez avoir la photocathode à base de silicium, qui va absorber la partie rouge, séparée par une membrane. Et dans ce cas, ce qui est très important,
c'est cette nanostructure, puisque la dimension 1D va vous augmenter une augmentation de l'absorption et l'aspect nano va vous permettre un transfert de charge ou une séparation de charge beaucoup plus importante. Et c'est ainsi qu'on veut mimer, si je peux dire, les feuilles avec, dans le futur, ces cellules, ou ces électrolyseurs qui font l'objet de nombreuses recherches aujourd'hui dans certains hubs américains, et ainsi de suite. Alors, ces nanomatériaux sont également importants, vous allez voir, pour le futur, mais vous allez utiliser cet aspect nanomatériaux et vous l'utilisez pour les gens qui sont passionnés tout simplement de la photographie. En effet, si je prends un film photographie, comme indiqué ici, le négatif, eh bien je vais directement photographier, envoyer un photon et je vais obtenir l'image latente. Et qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas, vous faites une photoréduction et vous obtenez des particules d'argent qui vont par la suite servir de germes pour la nucléation et le développement. En effet, si maintenant je développe l'image latente, je vais le faire tout simplement dans le cas d'un milieu basique en présence d'un réducteur, couple réducteur qui va être la quinone et l'hydroquinone, et bien vous voyez qu'il va y avoir une taille critique au-delà de laquelle je vais directement développer l'image. Par contre, si je suis en dessous de cette taille critique, les atomes d'argent vont se directement dissoudre et je vais avoir effacement de l'image latente. Tout cela pour la bonne et simple raison que le potentiel redox va dépendre de la taille directement de votre particule, ainsi de suite. Et ainsi de suite, vous pouvez bien sûr ajouter dans ce cas un acide pour empêcher directement cet effacement de l'image latente, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont les principes de la photographie que vous faites sans certainement réaliser l'importance de ces atomes d'argent et leur taille. Et c'est à partir de ça qu'on peut déterminer si un film sera tout simplement très sensitif ou un film à contraste. Alors, dans le domaine qui nous rapproche un peu plus, c'est le domaine des matériaux. Et là aussi, je vais vous montrer que la taille est extrêmement importante. Vous avez ici un matériau d'électrode de batterie à ion lithium, qui est le matériau lithium FePO4, un matériau qui existait jadis, mais que les chimistes n'avaient pas utilisé à raison de sa taille. Et comme vous pouvez voir ici, lorsqu'on regarde la courbe électrochimique et le potentiel en fonction de la capacité, vous voyez qu'en ce cas, je ne peux sortir que sur un matériau massif aux alentours de 0,4 lithium. Bien maintenant, si on passe à l'échelle nano, comme vous pouvez voir ici, eh bien, ce composé va pouvoir avoir une capacité totale. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un accumulateur ion lithium, les ions lithium doivent passer du centre à la surface de la particule. Et si vous regardez une particule ici, voilà une particule à l'échelle macro, si je divise maintenant le diamètre ou le rayon par 10, eh bien, le temps de voyage de l'ion lithium du centre à la surface va être divisé par 100. D'où c'est la raison pour laquelle on peut avoir accès à la capacité totale de ce matériau. De la même façon, en restant dans le domaine de l'électrochimie, si on passe à l'échelle et dans nos particules, on va pouvoir également modifier les mécanismes réactionnels. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement, de nouveau, le composé Fe2O3 qui va être fait à l'échelle nanométrique en bleu et à l'échelle macrométrique en rouge. Et vous avez la forme des courbes de décharge. Et vous voyez que ces deux courbes sont différentes. Elles sont tout simplement différentes car, à l'échelle nanométrique, on va pouvoir modifier le chemin réactionnel. En effet, dans le cas des particules macro, vous allez avoir une réaction de conversion, qui est indiquée ici, où vous avez une décomposition des matériaux, alors que dans le cas finalement des particules nanométriques, vous avez tout d'abord une réaction d'insertion et ensuite une réaction de conversion. Okay. Et ces exemples, pour montrer l'effet bénéfique des nanomatériaux, peut s'étendre à d'autres domaines. Et le domaine évident est celui de la catalyse, où si maintenant je regarde l'oxydation du CO par des particules d'or ou des particules directement de CO3 ou 4 ou vice-versa, eh bien dans ce cas, je regarde que la fréquence de turnover, que l'on définit ici comme le nombre de molécules de CO oxydées par site actif, eh bien, et par seconde, va tout simplement croître au fur et à mesure qu'on va diminuer la taille des particules. Il y a la taille, mais il va y avoir également la morphologie. Et si je prends ici le cas de l'oxydation de CO par l'oxyde de cérium, vous voyez ici les différentes orientations cristallographiques, eh bien la réactivité varie selon cette orientation cristallographique. Elle va augmenter lorsqu'on va passer de l'orientation 1,1,0, 1,1,1 et 1,0,0, car dans ce cas, bien, les surfaces de Fermi à la surface des matériaux vont être différentes. D'où, là aussi, l'importance au niveau synthèse de préparer les matériaux avec la morphologie comme indiqué. Et dans ce cas, bien sûr,
on essaie de préparer directement une morphologie de type cuboïde, comme indiqué ici. Tout ça, si vous voulez, ça vous montre un peu l'importance de cette taille sur les propriétés physiques des matériaux. Et là, je voudrais aller un peu plus loin et vous montrer qu'en dehors de la taille, il y a un autre effet qui est très important et qui est souvent négligé ou oublié par la communauté. En effet, cet effet, c'est l'effet de surface. Comme vous pouvez voir ici, lorsqu'on va réduire cette taille, on va augmenter le nombre d'atomes de surface par rapport au cœur et on va finalement créer une énergie de surface. Et cette énergie de surface, eh bien, elle va avoir directement une importance considérable pour, de nouveau, la nucléation, la germination, mais également pour modifier les propriétés thermodynamiques de ces différents composés. Alors pour illustrer cela, eh bien, je vais prendre un exemple qui vous est familier. Je vais tout simplement prendre les précipitations, c'est-à-dire il va pleuvoir. Et on va voir directement comment tout cela peut s'expliquer par ces simples modèles d'énergie de surface. Alors je prends directement de l'eau à l'état gazeux, je vais en former de fines gouttelettes que je vais ensuite condenser. Okay. Donc dans ce cas, je vais avoir des delta G de condensation et des delta G de surface qu'il va falloir prendre en considération. Alors pourquoi je prends une gouttelette? Pour la bonne et simple raison, c'est que pour un volume donné, eh bien, la sphère a tout simplement la plus petite surface comparée à des polyèdres platoniciens comme, dans ce cas, l'octaèdre, le cube, le tétraèdre, et ainsi de suite. Tout ça aussi, très important, la sphère a tout simplement pour un volume donné la plus petite surface, comme on va voir par la suite. D'où maintenant, eh bien, je vais voir comment tout cela se met en place. Eh bien, vous voyez ici, je vais déterminer une énergie libre de surface ou ce qu'on appelle la tension de surface, qui là aussi a des applications, je dirais, très importantes. C'est-à-dire que c'est l'énergie portée par une surface qui se détermine par cette formule K pi R2 gamma pour une sphère, dans laquelle gamma est la tension de surface, qui peut s'exprimer en newton par mètre ou en joule par mètre carré. Et cela veut tout simplement dire que si je vais directement créer une surface à mètre carré, je vais directement devoir fournir un travail égal à tant de joules par mètre carré. D'où, que se passe-t-il? Si je considère maintenant deux sphères que je vais faire coalescer. Vous voyez, dans ce cas, j'ai deux sphères avec leur énergie G1 égale. Et si je fais coalescer, regardez ce qui se passe. Le volume ne va pas changer, la masse ne va pas changer, la température et la composition restent inchangées, seule la quantité de surface est modifiée. Car ici, vous voyez, on passe directement d'une surface de 2S à une surface de 1,59. Ça veut dire qu'il y a une réduction de surface. Et c'est pour cela que les gouttes directement vont coalescer pour minimiser cette énergie de surface. Et en effet, on peut avoir la relation indiquée ici, dans laquelle ΔG va être tout simplement le gain en G2 moins 2G1, comme indiqué ici. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on a vu l'an dernier, lorsqu'on a parlé directement de la synthèse céramique à haute pression et à haute température, où, rappelez-vous, je vous avais mentionné directement ce contact, cette goutte de liquide à l'interface de deux particules. Eh bien ça, ce n'est rien d'autre que le mûrissement d'Ostwald. Au fur et à mesure que vous allez augmenter la température, vous allez avoir dans ce cas les petites particules qui vont disparaître pour donner directement naissance à de grosses particules. Alors tout ça, ça introduit les notions de tension de surface. Notions qui sont importantes, puisque vous êtes familier avec les bulles de savon, et là aussi, ce n'est rien d'autre directement que du film de savon qui n'est rien d'autre qu'une nappe d'eau qui est pris un sandwich entre un surfactant et le savon, dont les couleurs, on va les expliquer par la suite, proviennent directement de l'interaction de la lumière avec cette matière colloïdale. Si je prends maintenant un liquide en toute liberté, c'est une photo Tintin dans l'espace, ou maintenant en état d'apesanteur, vous voyez bien, finalement, que le volume occupé eh bien, est nettement, ou la surface occupée est minimale pour la sphère. Cette tension de surface, on peut également la voir ou la visualiser si on regarde par exemple ces insectes qui sont rien d'autre que des punaises aquatiques ou qui sont connus également pour les patineurs de surface, dans laquelle vous avez ici les pattes avec des poils directement hydrofuges. Vous voyez qu'en ce cas, la résistance est montrée car vous voyez directement le déplacement de l'eau comme indiqué ici. Nous voilà directement l'importance, je dirais, de cette tension de surface. Elle peut encore être illustrée par ce qui est très bien connu de vous tous, qui est la feuille de lotus. Feuille de lotus qui a, dans ce cas, je dirais, une surface qui est totalement hydrophobe. C'est la raison pour laquelle vous avez une mouillabilité qui est relativement nulle.
mouillabilité qui est définie par un angle, et cet angle, pour, je dirais, une surface hydrophobe, l'angle de contact doit être directement supérieur à 130 degrés. Et là aussi, vous voyez que cet angle dépend de la tension de surface, je dirais, des trois milieux que vous avez, l'air, le vide, le substrat, pardon, et la goutte d'eau. Et notez ici que dans la plupart de ces feuilles, vous avez également une surface qui n'est pas lisse, mais qui est rugueuse, ce qui fait que le contact est relativement limité. Et lorsqu'on a de tels matériaux, on peut s'en servir directement pour maintenant nettoyer les surfaces avec la poussière à partir directement de cet effet de tension de surface et des gouttes, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut regarder tout ça. Alors maintenant, si on regarde, et si on veut calculer, je dirais, l'énergie associée au phénomène de précipitation et de condensation, eh bien dans ce cas, on va comprimer de la vapeur d'eau pour en obtenir des fines couches de Thérèse, comment condenser. Donc dans ce cas, je dirais, la thermodynamique peut s'exprimer ainsi. On va écrire tout simplement que le ΔG total de la réaction va être le ΔG de condensation plus le ΔG de surface. Et notez que ce ΔG de condensation est inférieur à 0 et que ce ΔG de surface est supérieur à 0. Donc à partir de cela, eh bien, on va construire directement, si je peux dire, le diagramme de nucléation-germination pour ce procédé. Ce diagramme, qu'est-ce qu'il dit? Il trace tout simplement le ΔG total associé à la formation de gouttelettes à partir, dans ce cas, de brouillard, et ainsi de suite. Et il tente d'expliquer ce problème de nucléation. Alors plus spécialement, qu'est-ce qu'on fait? On rapporte l'énergie de surface, qui est positive, cette courbe violet, et l'énergie de condensation. Et vous voyez que la courbe en jaune, qui est la somme, montre finalement que dans ce cas, cette formation de gouttelettes est totalement, thermodynamiquement, impossible. Mais par contre, maintenant, si j'essaie finalement de déterminer deux régions, vous voyez qu'en cette première région, eh bien, je peux former dans ce cas un cluster, et ce cluster va être totalement instable, il va directement s'évaporer pour redonner des molécules gazeuses. Par contre, si je prends maintenant le domaine 2, où je vais au-delà de cette taille critique, dans ce cas, bien, ces clusters vont directement augmenter leur volume, comme indiqué ici, pour devenir thermodynamiquement stables. Et ça explique tout simplement la nucléation, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce diagramme qu'on peut expliquer ici, où on explique la nucléation et la croissance, eh bien, ce fait de mettre des germes n'est rien d'autre finalement que lorsqu'on va créer de la pluie artificielle. Lorsqu'on veut créer de la pluie artificielle, eh bien, on va tout simplement ensemencer directement un nuage de germes et provoquer tout simplement la pluie. Donc voilà, si vous voulez, cette importance. Alors maintenant, eh bien, on va essayer de passer au solide et on va voir comment tout cela peut se transposer au solide. Eh bien sûr, lorsqu'on va passer au solide, comme on peut le voir ici, ces énergies de surface vont changer. Voilà dans le cas du liquide, où je connais les énergies de surface, elles sont aux alentours de 0,072 newtons par mètre, comme indiqué ici. Maintenant, si je regarde dans le cas directement du solide, bien vous voyez qu'en ce cas, on a des énergies de surface qui sont nettement plus grandes, ou des tensions de surface qui vont vous donner des énergies de surface plus grandes, qui peuvent atteindre des kilojoules par mol. Ça veut dire que maintenant, lorsqu'on passe au solide, bien cette énergie de surface va devenir relativement importante et va pouvoir modifier la thermodynamique des propriétés physico-chimiques des composés inorganiques. Et ça, bien ça a une importance, je dirais, considérable. Et on va l'appliquer, on va voir là aussi ce qui se passe. Le premier exemple, comme conséquence de cette énergie de surface que je vais vous montrer, eh bien, est relié au point de fusion des différents éléments. Si je prends un point de fusion des différents éléments, a été défini par le critère de Linderman, qui dit tout simplement un solide est constitué finalement de liaisons, qui ne sont rien d'autre que des oscillateurs, et lorsque vous allez augmenter la température, vous allez directement augmenter la vibration de ces oscillateurs, excusez-moi. Et lorsque le delta A sur A, c'est-à-dire le changement de dimension sur la distance entre les atomes devient supérieur à 12%, ça veut dire qu'en ce cas, on va atteindre le point de fusion. Okay. D'où, maintenant, vous pouvez vous imaginer, lorsque j'ai passé à la taille nanométrique, ces atomes de surface vont être beaucoup plus nombreux. Et dans ce cas, on va pouvoir modifier, je dirais, le point de fusion des différents éléments. Mais c'est bien sûr, ça va dépendre de la matrice dans laquelle je vais insérer ces directement nanoparticules. C'est-à-dire des matrices qui ne vont pas interagir avec les atomes de surface. Bien, si je fais ça, je prends ici le cas de l'indium. Bien, vous voyez que dans le cas de l'indium, donc vous savez tous, dont le point de fusion
est aux alentours de 180 ou 160 degrés, comme indiqué ici. Vous voyez que maintenant, que si je décroît la taille, le point de fusion décroît, ce qui fait que vous pouvez obtenir de l'indium liquide à température ambiante en diminuant la taille, comme indiqué ici. Okay. On peut avoir le phénomène inverse. Si maintenant je prends le cas du nickel et je mets directement de la poudre d'argent sur du nickel, bien dans ce cas, il va y avoir une interaction entre la poudre d'argent et le nickel. Ça veut dire qu'en ce cas, bien, mes atomes de surface ne sont plus libres, mes vibrations sont plus ou moins, je dirais, peuvent capturer, et on peut voir que dans ce cas, bien, la température de fusion va aller dans le sens inverse, elle va augmenter lorsque la taille des particules directement va diminuer. D'où, là aussi, l'importance de cette taille des particules, mais surtout de la matrice dans laquelle ces particules vont être insérées pour pouvoir jouer sur les températures de fusion, soit les diminuer, soit les augmenter. Un autre point sur lequel cette énergie de surface est importante, et certains chimistes inorganiciens le savent très bien, va tout simplement provenir, dans le cas de la synthèse d'oxyde de titane, qui a différents polymorphes que sont le rutile et l'anatase, comme indiqué ici. Ces deux polymorphes diffèrent par leur structure cryptographique, puisque dans le cas du rutile, bien, on partage des sommets, alors que dans le cas directement de l'anatase, on partage des arêtes. Eh bien, si on essaie de faire la synthèse, on s'aperçoit que l'on peut obtenir à basse température la structure rutile, alors que à haute température, c'est la structure anatase. Pourquoi cela? Eh bien, si on écrit tout simplement l'équation thermodynamique, comme indiqué ici, je rentre maintenant dans le terme énergie de surface. Et vous voyez ici la variation de la tension de surface en fonction du diamètre. Vous voyez que dans le cas du rutile, j'ai 1,91 newtons par mètre comparé à 1,32 newtons par mètre dans le cas de l'anatase. Ce qui veut dire que maintenant, si je réduis la taille des particules, ce terme va augmenter considérablement, ce qui fait que ΔG va devenir supérieur à 0. D'où automatiquement la réaction va se produire en sens inverse, et c'est la raison pour laquelle, si je vais maintenant faire la synthèse directement de TiO2, bien je vois que lorsque je suis à des tailles de particules relativement faibles, c'est-à-dire en dessous de 50 ou 70 nanomètres, eh bien je vais obtenir systématiquement la structure rutile. D'où là aussi, voilà, je dirais un cas, et ces cas sont nombreux, on peut faire la même chose avec l'oxyde de zircone, et ainsi de suite, où on peut obtenir, je dirais, différents polymorphes en modifiant la taille des particules. On peut également modifier les diagrammes ternaires, et là je vous montre tout simplement un diagramme ternaire, ou un diagramme binaire, excusez-moi, du bismuth de l'étain. Vous voyez le diagramme classique à l'échelle macro. Maintenant, si je vais directement à l'échelle nanométrique, vous voyez que je vais directement modifier non seulement la température de mon technique, mais également à modifier la composition. Okay. Tout ça aussi, une importance considérable. Et enfin, plus près de nous, du moins de nos activités de recherche, est tout simplement comment cette énergie de surface va modifier le potentiel électrochimique de certaines réactions redox. Et pour ce faire, bien, je remets ici une particule solide dans laquelle je vous trace la surface, avec la tension de surface, et on va voir ce qui se passe quand on peut faire finalement varier cette surface, le ΔS, mais également la composition. Et une des réactions que l'on connaît très bien dans notre domaine, ce sont les réactions de conversion qui, comme indiqué ici, vont prendre directement un matériau massif, comme l'oxyde de cobalt, et lors de la réaction électrochimique, vous allez tout simplement entraîner une dégradation totale de cette matrice pour former des particules de cobalt de 30 nanomètres avec une matrice lithium-2O. D'où, dans ce cas, ce potentiel redox, eh bien, vous savez tous qu'il est relié au ΔG. Okay, et maintenant, à ce ΔG, je suis obligé d'y rajouter ce ΔG de surface. Et si je rajoute ce ΔG de surface, vous voyez ici, j'ai tout simplement un gain de potentiel redox. D'où, dans ce cas, ce qu'il faut que vous directement gardez à l'esprit, que cette énergie de surface peut être responsable, à l'échelle nanométrique, d'un plus grand potentiel redox, d'où, je dirais, d'une plus grande densité d'énergie. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que l'on peut dire sur tous ces matériaux. Alors maintenant, eh bien, je vous ai montré ces matériaux et montré ce changement de surface, cette modification de potentiel. Et bien sûr, la question c'est
comment allons-nous faire ces matériaux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Du moins, je vais vous donner les premières bases avant d'aborder les cours suivants sur ces notions de synthèse et ainsi de suite. Donc, par conséquent, eh bien, on va maintenant regarder les bases pour, je dirais, préparer des colloïdes, des émulsions, des sols, des gels, et voir comment on va pouvoir, à partir de ces différents milieux, eh bien, faire croître des nanoparticules avec des formes, des morphologies totalement différentes. Okay. Donc pour ce faire, eh bien, je vais d'abord, aujourd'hui, me consacrer à redéfinir un peu ce qu'on entend par colloïde, par émulsion, par sol, par gel. Alors tout d'abord, peut-être, même ça semble évident, qu'est-ce qu'une solution? Une solution, il n'est rien d'autre que le mélange d'un solvant, qui sera bien sûr la quantité la plus petite, la quantité la plus grande, je dirais, dans cette solution, mais l'espèce la plus petite, et d'un soluté, qui sera dans ce cas la quantité la moins importante, mais la plus grosse. Eh bien, on va voir comment cela va nous conduire aux matériaux colloïdes, et ainsi de suite. Alors, pour passer de la solution au colloïde, eh bien, on va tout simplement regarder la taille des espèces ou des solutés. Et cela a été fait la première fois par Thomas Graham, où il a introduit le mot colloïde. Et là, le mot colloïde, c'est la distinction entre différents solutés de par leur capacité à dialyser à travers les membranes. C'est-à-dire que si je prends par exemple une solution de chlorure au sodium, comme vous pouvez voir ici, eh bien les ions Na+ et Cl- vont diffuser car ils sont totalement dissous et ce sont des cristalloïdes. Maintenant, si je prends par exemple une solution de gomme arabique, qui est finalement une poudre dans laquelle vous avez mis dans un milieu qui forme directement certaines dispersions, et bien dans ce cas, vous n'allez pas avoir de diffusion membranaire, d'où finalement on appelle ça colloïde. Et c'est à partir de ça qu'on va directement distinguer, si je peux dire, les solutions et cette directement solution colloïde. D'où la définition, une des premières définitions qu'on va affiner par la suite, est que le colloïde, c'est la somme d'une phase dispersante continue qui peut être un solide, un liquide ou un gaz, avec une phase dispersée divisée qui peut également être solide, liquide ou gaz. Alors bien sûr, eh bien, cette notion de colloïde va dépendre, comme vous pouvez le voir ici, fortement du couple soluté-solvant. En effet, vous voyez qu'en ce cas, je peux avoir directement du soufre dans l'eau, je vais avoir un colloïde, du savon dans l'eau, je vais avoir un colloïde, du chlorure au sodium dans le benzène, un colloïde, et ainsi de suite. D'où, comme je vous dis, tout cela va dépendre, une fois de plus, du soluté et du solvant. Et on peut avoir la phase dispersée et le milieu dispersant. C'est-à-dire qu'on peut avoir solide-solide, liquide-solide, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir qu'en ce cas, on peut parler de suspension, on peut parler d'émulsion, dans laquelle l'émulsion, finalement, ce n'est rien d'autre que le mélange de deux solutions ou de l'un liquide immiscible, par exemple eau et huile, que vous agitez, et dans ce cas, vous allez directement former cette émulsion qui va directement persévérer pour quelques minutes ou quelques heures. D'où par conséquent, ce qu'on peut définir comme le critère colloïdal, c'est l'absence de sédimentation, décantation apparente. C'est-à-dire que chaque fois que vous prenez une solution colloïdale, eh bien, elle sera stable avec le temps. Et dans ce cas, on parle finalement de taille de 1 nanomètre à 100 nanomètres. Et ces solutions colloïdales, eh bien, ce seront également les mêmes solutions qu'on appellera les sols par la suite et qu'on va utiliser dans le procédé sol-gel. Alors, quel est l'historique de ces solutions colloïdales? Bien, elle remonte, je dirais, au XVIIe siècle, où, comme vous pouvez voir ici, André Cassius avait préparé tout simplement de la poudre d'or à partir directement de la réduction de sel d'or à UCl2 ou à UCl4. Ensuite, c'est Michel Faraday qui a directement en 1857 préparé des colloïdes d'or selon la réaction indiquée ici, où dans ce cas, vous utilisez directement de l'acide chloro-aurique mélangé à l'eau que vous portez à ébullition et à laquelle, ou au mélange auquel vous ajoutez tout simplement du citrate. Et ce qui se passe dans ce cas, c'est que le citrate joue le rôle de réducteur, mais également de surfactant, comme on le verra par la suite, pour empêcher la percolation des différents colloïdes. Et en faisant ça, eh bien, tout simplement, on obtient un changement de couleur partant de la couleur du citrate à la couleur directement de ces colloïdes rougeâtres comme indiqué ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ces échantillons, eh bien, comme vous pouvez voir ici,
n'ont pas toujours sédimenté 159 ans après directement avoir été fabriqués. Okay. Et vous pouvez voir différentes solutions. Et pourquoi tout cela? Eh bien parce que dans les solutions colloïdales, toutes ces particules, toutes ces colloïdes, sont finalement animées d'un mouvement brownien. Mouvement brownien, ça veut dire dans ce cas qu'il y a directement une collision incessante ou un mouvement incessant des particules et de façon aléatoire. Et c'est ce mouvement qui permet aux particules directement, ou qui empêche les particules de se sédimenter. D'où voilà, si vous voulez, un peu comment on peut expliquer ces solutions colloïdales. Mais alors, les solutions colloïdales et leur richesse sont indiquées ici. Vous voyez qu'en ce cas, elles sont toutes colorées, avec des colorations qui varient. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je dirais qu'il y a une relation importante entre l'aspect colloïdal et la diffusion de la lumière. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'on peut, à partir de ces solutions colloïdales, obtenir toutes les couleurs que vous voulez. Et tout cela va être basé tout simplement sur un effet d'optique qui va expliquer ces différentes couleurs. Et tout cela a été étudié et bien sûr décrit par, je dirais, deux physiciens que sont Tyndall et Rayleigh. Si on regarde le processus de diffusion, je vous ai mis deux particules indiquées ici. Vous voyez que lorsque la lumière va interagir avec ces particules, elle va tout simplement diffuser. Mais la diffusion, regardez, c'est un changement de direction sans changement de longueur d'onde. C'est-à-dire que c'est un phénomène élastique. Okay. Et bien sûr, cela va dépendre de la taille des particules. Et bien sûr, selon la taille des particules, on aura différents régimes, comme indiqué ici. Vous voyez dans ce cas que si la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde de la lumière, et on va pouvoir décrire cela, je dirais, et cela a été très bien décrit par Rayleigh, et ainsi de suite. Si maintenant on est légèrement au-dessus de la longueur d'onde de la lumière, eh bien c'est tout simplement la diffusion de Mi qu'on va voir par la suite, qui a été expliquée, c'est-à-dire de la résonance plasmonique. Alors comment tout cela s'explique? Et comment toutes ces variations peuvent s'expliquer? Bien, vous allez voir, on va remontrer tout ça. Oh, il y a un problème ici, c'est pas grave. On va remonter directement à l'équation de Rayleigh, qui est indiquée en haut. Et vous voyez que cette équation, il y a plusieurs termes. Et retenez ça parce qu'on va voir une application par la suite très rapidement. Il y a tout d'abord, cette intensité va dépendre de l'angle d'observation. Il y a également la longueur d'onde. Et vous voyez qu'en ce cas, l'intensité va varier à la puissance 4 à la longueur d'onde. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, le bleu va être beaucoup plus diffusé que le rouge. C'est la raison pour laquelle le ciel est bleu. Okay. Et également, il va y avoir un effet de taille, où il va y avoir dans ce cas un facteur 6, ce qui montre finalement qu'une particule de 50 nanomètres diffusera 10 fois, puissance 6 fois plus qu'une particule de 5 nanomètres. Et ainsi de suite. D'où, comme on peut le voir, la longueur d'onde et l'angle sont, je dirais, très critiques. Et cela, eh bien, permet d'expliquer finalement ce que vous observez, je dirais, lorsque vous promenez dans la nature, et pourquoi le ciel est bleu, et pourquoi lorsque vous regardez l'horizon, vous avez une couleur rougeâtre. Okay. Eh bien, lorsque directement on dirige directement notre regard vers l'horizon, vers le soleil, eh bien, dans ce cas, seuls les rayons directs vont être directement transmis, c'est-à-dire de grandes longueurs d'onde, et vous aurez directement une couleur rougeâtre. Par contre, maintenant, si notre regard va vers le ciel, à un endroit n'importe quelconque, vous allez directement à ce compte-là capter un rayonnement qui n'est pas directement provenant du soleil, mais qui va être directement, je dirais, indirect, ce qui fait que dans ce cas, vous allez voir les faibles longueurs d'onde, la raison pour laquelle le ciel vous apparaît bleu. Vous voyez directement que par ces différents phénomènes, et bien sûr parce que l'atmosphère est bien sûr remplie de particules, de colloïdes, et ainsi de suite, que sont les molécules. Alors, maintenant, allons un peu plus loin, et pourquoi, finalement, les colloïdes ont des couleurs différentes. Et ça, finalement, c'est lié à la résonance plasmonique. Alors, la résonance plasmonique, c'est quoi? Ça veut dire que quand une sphère d'or, comme vous voyez ici, va être irradiée ou va être directement touchée par un rayon de lumière, eh bien, dans ce cas, les électrons du métal vont sentir le champ magnétique de la longueur d'onde et vont commencer à osciller de façon cohérente avec les cations du réseau et à la même fréquence de la lumière incidente. Ce qui fait qu'on va directement atteindre rapidement
un coefficient d'extinction, c'est-à-dire une absorption bien particulière à une longueur d'onde bien définie. Et tout cela eh bien, a été étudié par Gustav Mie, un physicien allemand, qui a tout simplement écrit la relation ou l'équation de cette extinction. Et comme on peut le voir ici, dans cette relation, il y a différents termes, dont la taille de la particule, ainsi que le facteur de forme, avec la constante électrique de l'environnement, ainsi que la constante électrique de la particule. Et à partir de cela, eh bien, on peut montrer, comme vous pouvez le voir ici, que selon la forme des particules, vous avez ces bâtonnets, les dimensions des sphères par rapport aux bâtonnets, et ainsi de suite, on peut tout simplement changer ce coefficient d'extinction, c'est-à-dire ce pic d'absorption. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut, à partir, en jouant sur ces différentes tailles, morphologies, on peut directement affecter la couleur que l'on voit sur ces particules ou sur ces colloïdes. Alors cela, bien sûr, a été étudié, je dirais, intensément. Je vous présente ici tout simplement la résonance plasmodique qui a été faite en fonction de la taille et de la forme des particules. Et dans ce cas, on regarde tout simplement des nanosphères creuses de particules d'or. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a, au fur et à mesure qu'on va augmenter la longueur d'onde ou la taille des particules, on va également augmenter la longueur d'onde d'absorption, de ce pic d'absorption, ce qui fait qu'on peut directement changer toutes les couleurs. Et lorsqu'on a, dans ce cas, on a ce qu'on appelle un shift vers les longueurs d'onde les plus hautes, qu'on appelle redshift directement en anglais. On peut également regarder de la même façon dans le cas des particules d'or. Et vous voyez qu'en ce cas, on peut également obtenir toute une multitude de colorations en augmentant la taille des particules sphériques, en augmentant l'anisotropie des bâtonnets, ou également en augmentant l'anisotropie des nanoméprismes, et ainsi de suite. D'où tout ça pour vous montrer la richesse de ces solutions colloïdales vis-à-vis des propriétés optiques et autres. On peut également voir que cela n'est pas spécifique. Alors, on peut également l'appliquer dans le cas de l'argent, où on a des structures cubiques face centrées, et là aussi, ça ne dépend pas du tout de la structure, ça dépend, une fois de plus, de la taille des particules ou la taille des colloïdes dans les différentes solutions que l'on prépare. On peut faire ça également avec des binaires. Vous avez directement, dans ce cas, du cyanure de sélénium, ou, là aussi, structure hexagonale, on peut obtenir toute une variété, je dirais, de couleurs, ainsi de suite. Alors tout ça, eh bien, finalement, c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on est familier aujourd'hui, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui, mais il n'y a quand même rien de nouveau, puisque si on regarde directement dans l'Antiquité, eh bien, on va s'apercevoir que nos ancêtres eh bien, savaient ou avaient déjà tiré parti de ces aspects, de cette résonance plasmonique. Et le plus bel exemple, eh bien, je dirais, est cette coupe de Lycurgue, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, qui est aujourd'hui au British Museum, et qui, dans ce cas, est constituée d'un mélange de verre et de nanoparticules d'or et d'argent. Et la particularité de cette coupe, c'est que, vous voyez, la couleur va changer selon qu'il y a un éclairage de face ou un éclairage de l'intérieur. Okay. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, lorsque cette coupe est éclairée de face, comme indiqué ici, eh bien, elle va absorber la couleur directement verte ou opaque qui va diffuser en raison directement de la faible longueur d'onde, et de cette façon, elle va directement émettre par résonance plasmonique une couleur verte ou opaque. Par contre, maintenant, si j'éclaire de l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, eh bien, dans ce cas, seuls les faisceaux directs vont directement être transmis. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, j'aurai tout simplement les longueurs d'onde, je dirais, les plus importantes, et la couleur finalement rouge que je peux observer. D'où voilà, si vous voulez, comment on peut, à partir de ces nanoparticules, finalement, obtenir différents effets de couleur, même au niveau d'objets, de coupe, ainsi de suite. Alors maintenant, eh bien, je voudrais un peu revenir sur finalement ces solutions colloïdales et quelle est finalement leur complexité. Alors ces solutions colloïdales, eh bien, on peut les représenter, comme indiqué ici, avec ces différents colloïdes de taille, je dirais, relativement faible. Eh bien, dans ce cas, il y a bien sûr le mouvement brownien qui va vous permettre d'empêcher ces particules de sédimenter, mais, comme vous pouvez voir ici, le tout va être finalement une compétition entre différentes forces, qui vont être les forces van der Waals, mais également des forces coulombiques, des forces électrostatiques de répulsion. Ce qui fait que si on n'ajuste pas ces différentes forces, eh bien,
on va, dans ce cas, automatiquement avoir des effets secondaires qui vont être la flocculation, comme on peut voir ici, qui dans ce cas est un phénomène réversible, mais alors on peut également avoir de la sédimentation, qui dans ce cas, ou de la coagulation, qui dans ce cas est un phénomène irréversible, et on aura un dépôt des particules ou des colloïdes dans notre récipient. On peut schématiser cela par des diagrammes, et voilà, dans ce diagramme, je rapporte tout simplement les forces de répulsion, les forces d'attraction. Voilà la force électrostatique et la force van der Waals. Si je fais la résultante, eh bien vous obtenez cette courbe verte qui vous montre quand même que cette courbe verte oscille autour de l'axe de la dimension, qui montre que ces systèmes colloïdaux sont quand même relativement instables. Il faut se trouver dans des domaines de taille, comme on peut voir ici, pour avoir directement cette stabilité. D'où par conséquent, vous voyez qu'ici, j'ai la force électrostatique, les forces van der Waals. Il sera très difficile de changer la force van der Waals. Par contre, on peut changer les forces électrostatiques. Et si effectivement, je réduis ces forces électrostatiques, vous voyez qu'en ce cas, je peux finalement mettre cette courbe ou faire en sorte que la résistance totale devienne attractive. Et dans ce cas, je peux déstabiliser mes colloïdes et faire en sorte directement qu'il va directement, dans ce cas, coaguler. Alors tout cela, eh bien, de nouveau, ça vous montre, je dirais, l'importance de ce jeu de contrôle de la surface de ces colloïdes. Et bien sûr, lorsqu'on veut faire des applications avec ces matériaux, il va falloir stabiliser ces surfaces. Il va y avoir deux méthodes pour faire cela. Ces méthodes eh bien, vont se situer à deux niveaux. On va pouvoir, dans ce cas, modifier et faire un encombrement stérique. Ça veut dire que dans ce cas, j'ai un colloïde et je vais ajouter une couche organique pour faire en sorte que les deux directement ne puissent pas directement se coalescer. Et je fais cela en ajoutant des surfactants. C'est un peu ce que vous avez vu tout à l'heure lorsque je mets du savon qui est un surfactant, c'est-à-dire que je vais utiliser une molécule amphiphile qui va avoir directement un côté hydrophile et un côté hydrophone. Et vous avez dans ce cas ce qu'est un surfactant et presque une micelle dans laquelle vous avez directement huile, eau, avec directement ces surfactants et la formation de la micelle. Et l'exemple de cela n'est rien d'autre que l'encre de Chine, qui est du noir de carbone plus de la gomme arabique et de l'eau, qui va vous former, je dirais, ces différentes sortes de colloïdes. Une autre façon, qui est plus utilisée, dans certains cas du moins, va être tout simplement de modifier la force ionique. C'est-à-dire qu'on a des répulsions électrostatiques, d'où par conséquent on a une double couche, et on va dans ce cas aller modifier le milieu ionique avec l'ajout de charges négatives comme indiqué ici. Et cela eh bien, va permettre tout simplement d'assurer la stabilité de ces colloïdes, et on a dans ce cas affaire à toutes les propriétés de double couche que je vous mentionne ici sur ce diagramme. Et modifier cette force ionique, eh bien, là aussi, c'est des choses que vous voyez, mais bon, donc, vous ne reliez pas, je dirais, ces tensions de surface. Un exemple de la nature qui est relativement simple, c'est celui de l'estuaire. Vous avez directement, par exemple, l'eau d'une rivière qui arrive totalement, je dirais, comme vous pouvez voir, verdâtre, ici. Et maintenant, lorsque vous allez avoir cette eau qui va directement se mélanger avec l'eau de mer ayant du chlorure de sodium, va modifier la force ionique du milieu et va entraîner la décantation. C'est la raison pour laquelle vous apercevez ici ces domaines ou ces plaques d'eau claire. Et tout cela, c'est un procédé qui est utilisé pour, je dirais, fortement, pour traiter l'eau, pour purifier l'eau, pour décanter l'eau, ainsi de suite, où on va souvent ajouter différentes sortes d'électrolytes, différentes sortes de sels, et ainsi de suite, comme indiqué ici. Alors, ces solutions, eh bien, ces colloïdes, là aussi, vous êtes familier avec cela, puisque si je prends par exemple du lait, eh bien, si je regarde ce qu'est le lait n'est rien d'autre qu'une émulsion de l'huile dans l'eau, où dans ce cas, vous avez les particules, je dirais, de beurre, qui sont directement des lipides, qui sont entourées par ces couches de protéines, qui n'est rien d'autre dans ce cas que la caséine. Et cette couche de protectrice, la caséine, n'est rien d'autre qu'un surfactant, et permet d'obtenir ces micelles, et, comme indiqué ici, montrer qu'on a une solution qui va être stable avec le temps, du moins pour plusieurs jours. On peut également stabiliser des suspensions, et là je vais prendre un exemple de suspension de particules de carbone dans un milieu aqueux, où si je prends directement ces particules de carbone, eh bien, elles vont flotter à la surface. Maintenant je peux faire un traitement, et si je fais un traitement avec, comme indiqué ici, du sulfure d'ammonium, du sulfate d'ammonium, eh bien je vais avoir tout simplement une réaction de SO3 avec le groupe hydroxyle à la surface, et dans ce cas je vais augmenter tout simplement le caractère polaire de cette liaison, et bien sûr augmenter la mouillabilité,
ce qui fait qu'en ce cas, mon carbone va passer en solution. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire avec ces différents mélanges de colloïdes, d'émulsions, de suspensions. D'où, pour terminer, eh bien, je vais tout simplement montrer une des premières utilités de ces colloïdes. Et la première utilité dont je vais vous montrer, c'est tout simplement comment on peut passer des colloïdes au ferrofluide. Alors pour cela, eh bien, là aussi, on va voir d'abord ce qu'est un ferrofluide. Eh bien, un ferrofluide, comme on peut voir ici, ce n'est rien d'autre directement qu'un liquide qui est composé de nanoparticules magnétiques qui sont en suspension dans un fluide porteur. Okay. Et ce liquide, eh bien, il va réagir à un champ magnétique. Alors pour faire ces ferrofluides, eh bien, on va utiliser des réactions chimiques relativement simples. Par exemple, si je veux faire un ferrofluide à base de magnétite, comme indiqué ici, eh bien, je vais tout simplement réduire un milieu basique, ou précipiter un milieu basique, en présence directement de l'ammoniac, du FeCl2 et FeCl3, pour obtenir des particules de Fe3O4 nanométriques ou colloïdales. Et j'obtiens dans ce cas un liquide qui va effectivement réagir au champ magnétique. Mais là aussi, la difficulté, ça va être de stabiliser ces colloïdes. Eh bien, pour les stabiliser, on va également appliquer la recette que je vais mentionner, c'est-à-dire modifier la surface ou alors modifier la force ionique du liquide. Et pour ce faire, eh bien, on va, dans un premier temps, utiliser finalement le cation du tétraméthylammonium, NH4+, pour aller dans ce cas modifier, je dirais, la charge de surface et stabiliser ces différents colloïdes. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si je fais ça, j'ai directement deux charges positives qui vont être opposées et qui vont se repousser, d'où je vais tout simplement stabiliser ces différentes particules. Et dans ce cas, eh bien, le fluide porteur va être l'eau. Je peux faire ça également en milieu, je dirais, non aqueux, je prends de l'huile par exemple, ou dans ce cas, eh bien, je vais utiliser un autre surfactant qui va être l'acide oalique, ou dans ce cas, eh bien, je vais avoir tout simplement la partie hydrophile de ce surfactant qui va se fixer à la molécule de Fe2O3 et la partie hydrophobe directement qui va tout simplement être dans l'huile. Et on peut obtenir dans ce cas les différents ferrofluides dont je vais mentionner. Alors les compositions d'un ferrofluide, mais généralement, je vous rappelle, c'est un liquide magnétique dans lequel vous avez 5%, je dirais, de matière active. Quand je dis matière active, dans ce cas, c'est directement de magnétite de Fe3O4. Vous avez 10% de surfactant et 85% de porteur, qui est soit l'huile, soit l'eau. Et la propriété de ces différents liquides magnétiques, eh bien, c'est bien sûr qu'ils vont réagir à un champ magnétique. Et vous avez par exemple, ils vont tout simplement adhérer aux aimants. Vous avez ici directement un ferrofluide, vous avez l'aimant ici. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous allez concentrer le ferrofluide en haut de ce récipient. Si bien sûr vous sortez l'élément, le ferrofluide va retomber. Vous pouvez avoir dans ce cas ces différentes sortes, je dirais, genre hérisson, qui est là aussi dû au champ magnétique. D'où il va prendre la forme tridimensionnelle du champ magnétique et sa densité va évoluer proportionnellement au champ magnétique. C'est la raison pour laquelle ces ferrofluides vont pouvoir être utilisés pour freinage et ainsi de suite. Alors quelles sont effectivement les applications de ces ferrofluides? Ferrofluide d'ailleurs qui est un domaine relativement intéressant parce que je crois que c'est un des seuls domaines de la science dans lequel vous avez plus de brevets que de papiers scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications énormes. Et une des premières applications pour ces ferrofluides a été l'espace. En effet, dans les navettes spatiales, lorsque vous allez dans l'espace, le problème est de savoir comment vous allez contrôler le liquide. Et pour ce faire, eh bien, on va le contrôler à partir tout simplement de ces champs magnétiques. C'est-à-dire qu'en ce cas, on utilise les ferrofluides pour les joints d'étanchéité, dans les arbres tournants, dans les moteurs de ventilateurs, dans les disques durs, comme indiqué ici. Et dans ce cas, on peut, par un simple champ magnétique, directement faire des joints et empêcher des fuites ou modifier ou faire en sorte que le liquide épouse la forme des objets. On peut l'utiliser également pour le lissage des bruits, des parasites. Si vous prenez par exemple dans les haut-parleurs, vous avez également des ferrofluides qui sont utilisés pour sortir les bruits de fond, mais également pour absorber la chaleur due directement au mouvement rapide du disque et ainsi de suite. On peut également l'utiliser en biomédecine, pour les transports de médicaments, et ainsi de suite, et je pense que ça, c'est le conférencier qui va suivre, qui va vous le montrer. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que je voulais vous dire lors de ce premier cours, qui, je vais résumer par la suite, c'est-à-dire j'ai voulu vous introduire quelques notions de base
qui seront importantes pour suivre, je dirais, cette série de cours. Tout d'abord, l'importance de la surface, mais surtout de l'énergie de surface qui est, je dirais, trop souvent passée sous silence. Je vous ai montré l'influence à la taille, ce qui est évident, et surtout l'influence de cette énergie de surface dans les mécanismes de nucléation-croissance, mais également pour, je dirais, affecter certaines propriétés, comme par exemple les potentiels redox dans les composés pour les batteries, mais également aussi la synthèse de différents matériaux, de différents polymorphes, ainsi de suite. Ensuite, je vous ai introduit les colloïdes, les émulsions, les sols et les suspensions. Je vous ai défini comment on pouvait définir ce colloïde. Rappelez-vous par le test dialyse qui fait en sorte que par rapport aux membranes qui sont perméables, montrer également l'aspect, je dirais, très très important, et vous le verrez par la suite dans ces cours, entre, je dirais, la corrélation entre l'aspect colloïdal et la diffusion de la matière. Et enfin, les fluides magnétiques qui relèvent des solutions colloïdales et leur importance. Et je pense qu'avec ça, on va être armé pour attaquer la chimie des sols et la chimie des sol-gel ou la chimie des templates qui va être directement basée comme brique élémentaire sur l'utilisation de ces colloïdes. Voilà, et je vous remercie.